Une vie de Simone Veil, chapitre 3, l'enfer, partie 4 du chapitre 3. Page 78 de la collection Les livres de poche. Malgré l'interdiction de sortir, j'ai dû à plusieurs reprises enfreindre la consigne pour aller chercher du ravitaillement dans les fermes alentours, en échange de cigarettes que les soldats français récemment libérés de captivité nous apportaient. Nous étions regroupés par nationalité et un officier de liaison français avait recueilli et vérifié nos identités. C'était la première fois que depuis des mois que nous utilisions nos propres noms. Nous étions plus des numéros. Lentement, nous retrouvions notre identité, mais on sentait que les autorités françaises n'étaient pas trop pressées de nous récupérer. Et nous sommes restés là un mois, tandis que la plupart des soldats français libérés étaient rapatriés par avion et se désespéraient de nous laisser dans cet état. Un médecin a tenu à rester pour veiller sur notre santé. Plusieurs jours se sont encore écoulés sans qu'on nous informe des conditions de notre retour en France. Puis, on nous a expliqué que nous allions rentrer par camion, ce qui nous est rapidement apparu comme un scandale. Les autorités avaient su trouver des avions pour les soldats, mais pas pour nous. Nous n'étions pourtant pas si nombreuses, les survivantes juives. De là à penser qu'aux yeux de notre propre pays le sort des déportés n'avait guère d'importance, il n'y avait qu'un pas. Beaucoup de mes camarades l'ont franchi. Il a fallu 5 jours pour nous acheminer jusqu'au centre d'hébergement situé à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas. J'étais remise et en bonne santé. En revanche, Milou était si mal que tout le monde a accepté sans discussion qu'elle soit assise à côté du chauffeur. Lorsque nous sommes arrivés dans ce centre, nous avons retrouvé des camarades d'Auschwitz. En quittant le camp, un certain nombre d'entre elles n'avaient pas été dirigées vers Bergen-Belsen, mais sur Ravensbrück. C'est ainsi qu'une fille m'a dit « C'est bien toi, Simone Jacob ? J'ai vu ta sœur Denise à Ravensbrück. » À la tête que j'ai faite en l'entendant, elle s'est aussitôt rendue compte que je ne savais rien. La nouvelle était trop rude. Nous avions toujours espéré que notre sœur n'avait pas été déportée. Tout d'un coup, une crise de nerfs m'a saisie et j'ai éclaté en sanglots. Nous avions eu de très mauvais échos sur ce qui s'était passé à Ravensbrück au moment de la libération du camp. On disait qu'il y avait eu beaucoup de prisonniers tués au dernier moment. Ces rumeurs n'étaient pas fondées et il ne s'était rien passé à Ravensbrück, de pire que partout ailleurs. Finalement, nous sommes rentrés en France. Milou a été conduite en ambulance jusqu'au train, où on l'a étendue dans un wagon sanitaire. Nous avons rejoint Valenciennes puis Paris. Le lendemain, 23 mai, soit plus d'un mois après la libération du camp de Bergen-Belsen, nous sommes enfin arrivés à l'hôtel Lutetia, où tous les anciens déportés étaient accueillis. Immédiatement, nous avons cherché à nous renseigner sur le sort de Denise. On nous a appris qu'elle était déjà rentrée en France. Elle n'avait pas passé les derniers temps à Ravensbrück, mais avait été transférée à Mauthausen. Après la libération du camp, un convoi avait conduit les rescapés et les malades jusqu'en Suisse. Puis, de là, à Paris. Sauf pendant les tout derniers jours, elle avait eu la chance de subir une déportation moins inhumaine que la nôtre. Les conditions de vie à Ravensbrück, certes épouvantables, étaient moins dures que celles qu'avaient connues les Juifs, car il s'agissait d'un camp de concentration et non d'extermination. Ainsi, à Ravensbrück, Denise avait pu tenir un journal, alors que Milou et moi n'avions vu ni crayon, ni papier, ni livre depuis plus d'un an. À tel point que lorsque nous avons été libérés, je me suis demandé si je saurais encore lire et si je serais capable de reprendre des études. Les Alliés auraient-ils dû bombarder les camps ? Dès la fin des hostilités, on a épilogué sur cette problématique qui, curieusement, demeure un marronnier. Soit dit en passant, j'ai eu parfois le sentiment que certains maîtres à penser s'intéresseraient plus à montrer du doigt l'abstention coupable de Roosevelt et de Churchill qu'à dénoncer les horreurs concentrationnaires des nazis. La critique des choix stratégiques des Alliés suppose plus de modestie que d'appréciation péremptoire. Malgré les nombreux arguments avancés en faveur des bombardements qui auraient dû détruire les chambres à gaz, je demeure à cet égard très réservé. Lorsque les Alliés ont tenté l'opération à Auschwitz,
ils n'ont pas atteint grand-chose. Ma sœur Denise, 8 jours avant la fin des combats, a vécu à Mauthausen les conséquences d'une attaque aérienne surprise. Ce jour-là, en compagnie de 7 autres camarades, elle déblayait la voie du chemin de fer dévasté par un bombardement précédent. N'ayant pas eu le temps de se mettre à l'abri lorsque les sirènes avaient retenti, 5 d'entre elles périrent sous les bombes. Ces bombardements ont donc cumulé le double constat d'être à la fois inefficaces et meurtriers. Inefficaces parce qu'ils n'ont jamais réellement inquiété les responsables des camps, meurtriers parce qu'ils tuèrent finalement plus de déportés que de nazis. En fin de compte, les polémiques sur le sujet ne servent à mes yeux qu'à nourrir les faux débats dont tant de personnes se montrent friandes quand les événements sont passés et que la discussion est sans frais et sans risque. Pour ce qui me concerne, je pense que les Alliés ont eu raison de faire de l'achèvement des hostilités une priorité absolue. Si l'on avait commencé à divulguer l'information à propos des camps, l'opinion publique aurait exercé une telle pression pour les faire libérer que l'avance des armées sur les autres fronts, déjà difficiles, eût risqué d'en être retardée. Les services secrets étaient informés des recherches allemandes en matière d'armes nouvelles. Aucun état-major ne pouvait prendre le risque de différer la chute du Reich. Les autorités alliées ont donc opté pour le silence et l'efficacité. Il n'en demeure pas moins exact qu'aux États-Unis, les mieux informés savaient ce qu'il en était des camps, et non moins exact que la communauté juive américaine, très protectionniste, ne s'est guère manifestée, sans doute dans la crainte d'un afflux brutal de réfugiés. Je ne partage pas davantage les jugements négatifs sur le silence coupable des Alliés que le masochisme d'intellectuels tels Hannah Arendt sur la responsabilité collective et la banalité du mal. Un tel pessimisme me déplaît. J'ai même tendance à y voir un tour de passe-passe commode. Dire que tout le monde est coupable revient à dire que personne ne l'est. C'est la solution désespérée d'une Allemande qui cherche à tout prix à sauver son pays, à noyer la responsabilité nazie dans une responsabilité plus diffuse, si impersonnelle qu'elle finit par ne plus rien signifier. La mauvaise conscience générale permet à chacun de se gratifier d'une bonne conscience individuelle. Ce n'est pas moi qui suis responsable, puisque tout le monde l'est. Faut-il donc transformer en icône quelqu'un qui proclame à longueur d'écrit qu'immergé dans les drames de l'histoire, tous les hommes sont également coupables et responsables, que n'importe qui est capable de faire n'importe quoi, qu'il n'y a pas d'exception à la possibilité de la barbarie humaine. J'en doute, notamment en repensant aux commentaires qui ont été les siens à l'époque du procès d'Eichmann. Ce qui ruine le pessimisme fondamental des adeptes de la banalisation, c'est à la fois le spectacle de leur propre lâcheté, mais aussi, en contrepoint, l'ampleur des risques pris par les justes, ces hommes qui n'attendaient rien, qui ne savaient pas ce qu'il allait se passer, mais qui n'en ont pas moins couru tous les dangers pour sauver des juifs que, le plus souvent, ils ne connaissaient pas. Leur acte prouve que la banalité du mal n'existe pas. Leur mérite est immense, tout autant que notre dette à leur égard. En sauvant tel ou tel individu, ils ont témoigné de la grandeur de l'humanité. Quand je lis ici et là que dans les camps, les gens se sont tous très mal comportés, je bondis. Dieu sait dans quelles conditions nous vivions. En vérité, je pense, par bonté d'âme, qu'il l'ignorait et à quel point notre quotidien était effroyable. Ce n'est pas mal se comporter que de vouloir sauver sa vie, de ne pas se laisser emporter par le corps voisin qui chute et ne pourra se relever. À l'opposé, les discours des communistes sur la solidarité sans faille qui unit les hommes dans la souffrance me paraissent tout aussi excessifs. Cette solidarité a certes existé, mais essentiellement entre communistes, et encore avec des nuances. Une des passagères du fameux convoi des communistes déportés à Auschwitz a laissé à ce sujet un témoignage intéressant. Dans son livre, elle mentionne combien aux yeux des communistes il importait d'avoir de sauver les cadres et à quel point elle-même en était choquée. Marceline Loridan et moi, errant un jour à Birkenau, nous sommes fait proprement traiter de sales juives en cherchant à nouer conversation avec quelques communistes françaises.
Dès le retour des camps, nous avons ainsi entendu des propos plus déplaisants encore qu'incongrus, des jugements à l'emporte-pièce, des analyses géopolitiques aussi péremptoires que creuses. Mais il n'y a pas que de tels propos que nous aurions voulu ne jamais entendre. Nous nous serions dispensés de certains regards fuyants qui nous rendaient transparents. Et puis, combien de fois ai-je entendu des gens s'étonner? Comment ils sont revenus? Ça prouve bien que ce n'était pas si terrible que ça. Quelques années plus tard, en 1950 ou 1951, lors d'une réception dans une ambassade, un fonctionnaire français de haut niveau, je dois le dire, pointant du doigt mon avant-bras et mon numéro de déporté, m'a demandé avec le sourire si c'était mon numéro de vestiaire. Après cela, pendant des années, j'ai privilégié les manches longues. Plus généralement, dans ces années d'après-guerre, les gens disaient des choses épouvantables. Nous avons oublié tout l'antisémitisme rampant dont certains faisaient étalage. Aussi, dès 1945, suis-je devenu, non pas cynique, car ce n'est pas ma nature, mais dénué de toute illusion. En dépit de tous les films, témoignages, récits qui lui ont été consacrés, la Shoah demeure un phénomène absolument spécifique et totalement inaccessible. En 1959, j'étais magistrat au ministère de la Justice en poste à l'administration pénitentiaire. Mon directeur reçoit un jour un magistrat retraité qui vient lui demander de présider un comité en faveur des libérés conditionnels. Il accepte, mais, n'ayant pas le temps de se déplacer, l'informe ultérieurement que le magistrat qui s'occupe de ces questions dans son service le représentera. Et c'était moi. Réponse de l'ancien président du tribunal de Poitiers. Comment? Une femme et une juive? Mais je ne la recevrai pas? Autre exemple. Quelques années plus tard, alors que je suis en poste à la direction des affaires civiles, j'ai connaissance d'une décision effarante. Un divorce est prononcé entre une femme juive, d'origine polonaise, et un Français. L'homme se voit accorder la garde de leur enfant, leur fille âgée de 15 ou 16 ans, en application d'un jugement qui précise. Attendu que la femme est juive, d'origine polonaise, et que le père est catholique, etc., etc. Le jugement avait, avec cet attendu, porté la signature d'un magistrat connu dans le milieu judiciaire. Jean Foyer, alors garde des Sceaux, a été horrifié quand il a eu connaissance de ce chef-d'œuvre et a pris des sanctions. Voilà quelques exemples de ce que les déportés ont pu subir dans les années qui ont suivi leur retour. Et pendant longtemps, ils ont dérangé. Beaucoup de nos compatriotes voulaient à tout prix oublier ce à quoi nous ne pouvions nous arracher, ce qui, en nous, est gravé à vie. Nous souhaitions parler et on ne voulait pas nous écouter. C'est ce que j'ai senti dès notre retour, à Milou et à moi. Personne ne s'intéressait à ce que nous avions vécu. En revanche, Denise, rentrée un peu avant nous, avec l'auréole de la résistance, était invitée à faire des conférences. Pourtant, de nombreux livres essentiels ont paru dès les premières années de l'après-guerre. Ils auraient dû permettre à chacun de comprendre les faits et d'analyser leur signification. Faut-il le préciser, j'en ai moi-même lu beaucoup, que je ne pourrais pas tous citer. Parmi eux, bien entendu, le remarquable « Si c'est un homme » de Primo Levi. Je l'ai lu très vite, dès sa sortie en 1947, et je me suis dit aussitôt « Comment est-ce qu'il a pu si vite écrire un livre comme ça ?» Pour moi, l'exploit relève du mystère. Cet homme avait immédiatement accédé à une totale lucidité, d'ailleurs tragique puisqu'elle l'a finalement conduit au suicide. Je terminerai dans une autre vidéo la fin du chapitre L'Enfer.